Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa, merci d'être au rendez-vous de Focus. Un Focus spécial République démocratique du Congo, volet politique. Nous en parlons bien sûr avec un acteur de premier plan, puisqu'il s'agit du ministre Germain Kambinga, qui est ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo. Monsieur Kambinga, bonjour. Bonjour. Merci donc d'être ici, l'invité de Focus, ici à Bruxelles, puisque vous êtes de passage en Europe, France, Belgique, pour une mission d'information, d'explication. Vous nous direz de quoi il s'agit. Peut-être pour rappeler à nos téléspectateurs en 5 dates l'actualité de la RDC. 1er septembre 2016, début du dialogue politique. 18 octobre 2016, accord politique signé par la majorité, une partie de l'opposition et une partie de la société civile. 15 novembre 2016, discours à la nation du président Joseph Kabila, qui prend acte justement de la fin du dialogue et qui dit que le dialogue sera la feuille de route pour la transition. Et il annonce la nomination d'un Premier ministre qui formera un gouvernement d'union nationale. 17 novembre 2016, 2 jours après, il nomme M. Sami Badibanga, Premier ministre, qui n'a pas encore formé son gouvernement. Et puis la dernière date, c'est le 19 décembre 2016, c'est la fin du mandat officiel du président Kabila. Alors parmi ces 5 dates, cherchez l'erreur, monsieur le ministre. Écoutez, il n'y a pas d'erreur dans votre présentation. Il y a peut-être quelques explications à apporter, notamment sur la date du 19 décembre, qui, en l'occurrence, au regard de l'accord politique trouvé, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en fait les 2 arrêts qui ont indirectement et directement traité de la question, mais aussi au regard de la lisibilité qui est désormais donnée au processus électoral, le 19 décembre n'est plus la date de la fin du mandat du chef de l'État, puisqu'il va rester en exercice, disons, la fin de la date constitutionnelle eu égard aux dernières élections, mais il faut être précis, parce qu'il s'agit d'une question qui a donné lieu dans notre pays à beaucoup de polémiques politiques, et il ne faut pas donner autre chose que la véritable information. Le 19 décembre, le 20 décembre, le 21 décembre, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, reste en fonction. Il va diriger le pays, il va accompagner le gouvernement jusqu'à la réalisation de la feuille de route sortie du dialogue tel que vous l'avez présenté. Allez, on va partir un petit peu en détail. Mais avant tout, d'abord, je vous présente, vous êtes donc un jeune ministre de l'Industrie du gouvernement sortant, du gouvernement de M. Matata. Ministre en affaires courantes, on dit actuellement, c'est ça? Oui, exactement. Nous sommes en affaires courantes et dans l'attente de la mise en place du prochain gouvernement de la République. Alors, une semaine en Europe, une semaine pour expliquer, pour aller dans les médias, expliquer. Vous êtes quoi, le kamikaze de Joseph Kabila? Ça n'a rien à voir avec cela. Vous savez, lorsque vous êtes en responsabilité, votre devoir, c'est d'expliquer. Mais si, il faut expliquer, c'est-à-dire que les choses sont pas claires et qu'il y a des problèmes. Vous savez, lorsque vous suivez les médias français, les médias belges, chaque jour, les politiciens, dans leur obligation de redevabilité, informent la population sur ce qui se fait, informent les partenaires sur l'évolution des thématiques et des problématiques de gestion de leur pays. Donc c'est dans ce même rôle, nous ne sommes pas dans une logique défensive, nous sommes dans une logique d'information, d'éducation et de communication. C'est normal, c'est une activité. Vous dites pas de logique défensive, mais franchement, après l'accord du 18 octobre, on a bien vu qu'il y a eu une sorte de division. À la fois, cet accord a été salué par les pairs africains du président Kabila, puisqu'il y a eu la réunion après de la CIRGL qui s'est déroulée donc à Luanda, en Angola, où donc c'est-à-dire les voisins, ceux qui font partie de la communauté de l'Afrique des Grands Lacs, on dit c'est un bon accord, il permet au Congo d'être stable, de maintenir la paix, mais il faut peut-être aller plus loin dans les mesures de décrispation. Mais après, on a vu en revanche un discours plutôt ferme, un discours plutôt, je veux dire, presque agressif de la part des Occidentaux. Je me rappelle même le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, qui a dit c'est un accord qui ne vaut rien presque. Il a dit c'est un accord pour rien, un accord qui ne change rien. Le 19 décembre, c'est la fin du mandat. Il y a une constitution. On a même entendu le président François Hollande qui a dit récemment il y a une constitution, elle doit être respectée. S'agissant de la réunion de la CIRGL, ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'il n'y avait pas que nos pairs africains. Il y avait une réflexion globale sur l'accord d'Addis Abeba. Et dans ce cadre-là, nous avons vu les représentants de l'Union européenne, des Nations Unies, mais aussi des États-Unis d'Amérique. Donc les résolutions sorties de cette réunion du 26-27 octobre 2016 n'engagent pas seulement
les Africains, mais engage l'ensemble des participants. Ensuite, faut-il le rappeler, juste un signe, lorsque le Premier ministre Sami Badibanga est nommé, le secrétaire général des Nations Unies prend acte et félicite ce dernier. Donc ça veut dire que tout de même, toutes les composantes de la problématique congolaise, ça veut dire les Congolais d'abord, mais aussi ceux qui, parmi nos amis, sont attentifs du fait des retombées géopolitiques d'une situation de déstabilisation en RDC, nous suivent, sont tombés d'accord pour dire que dans notre pays, il y a eu dorénavant une feuille de route et un schéma qui trace de bonnes perspectives, mais le souhait, qui n'est pas simplement le leur, mais aussi du président de la République, et qui a une obsession pour le rassemblement. Le souci de tout le monde, c'est de faire en sorte qu'il y ait une inclusivité toujours plus importante. C'est bien pour cela, il faut le noter, que dans le cadre de cet accord, il y a un article, l'article 24, qui permet précisément à tous ceux qui n'y ont pas participé de pouvoir y adhérer en y apportant leur contribution. Donc il n'y a pas d'une part... Non, monsieur le ministre, soyons clairs. Cet article, je l'ai lu. Il dit simplement que ceux qui n'étaient pas au dialogue peuvent venir le signer comme tel, mais ils ne pourront rien modifier de cet accord. Soyons clairs. La feuille de route tracée par cet accord est exhaustive. Quelle est la différence que vous faites? Expliquez-moi ça comme si j'avais 5 ans, entre ce qu'il y a dans cet accord et ce qui est demandé par cette frange de l'opposition qui n'y a pas participé. Mais vous savez bien, le Rassemblement, ils l'ont dit encore hier, M. Kabound, secrétaire général du Rassemblement, a dit « Nous ne sommes pas là pour cohabiter avec le président Kabila, nous sommes là pour le chasser le 19 décembre. » Déclaration en totale contradiction. À la fin, j'ai envie de dire, on est habitué avec leur propre mémorandum. Mais vous savez que ce mémorandum a été récusé. Déposé à la SANCO. Vous savez que ce mémorandum a été récusé. Laissez-moi avancer, et ce n'était pas la première déclaration publique de ce groupe politique, puisque avant cela, il y a eu, après le 19 novembre, un communiqué signé de la main du président des Rassemblements qui reconnaissait que de leur point de vue, en termes de proposition, l'élection devait se faire en 2017. Et ça, ils n'ont pas recusé. Il y a un document qui existe, qui a circulé et qui est officiel. Autrement dit. Mais vous savez, là où le bas blesse, là où, je veux dire, il y a conflit, ou en tout cas, discorde entre vous, c'est que eux disent transition, oui, s'il le faut, parce que techniquement, c'est pas possible d'organiser les élections, mais transition sans le président Kabila. Autrement dit, on reconnaît d'abord qu'il y a une véracité dans la possibilité technique et opérationnelle d'organiser l'élection en dehors les prescrits constitutionnels de départ, on accepte un glissement, mais dans le même temps, on veut poser un problème qui est un véritable déni de notre propre constitution. Comment voulez-vous, en toute logique et en mettant le bon sens en avant, ouvrir un schéma extra-constitutionnel, alors que le véritable combat de tous, c'est que même face aux difficultés auxquelles nous faisons face, le pacte républicain puisse être préservé, quitte à utiliser sa dimension flexible, mais ne jamais le rompre. Notre constitution est claire. Je l'ai dit précédemment, la problématique juridique a été réglée sur la présence ou non de Joseph Kabila à la tête de l'État. Le premier arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sur une requête d'un certain nombre de députés, majorité opposition, la réponse de la Cour constitutionnelle est claire. C'est que tant qu'il n'y a pas un président élu et qu'il n'y a pas une remise-reprise, le président en fonction le reste. Ce qui est vrai pour le président de la République, la Cour constitutionnelle a précisé, il est également vrai pour les députés, les sénateurs et toutes les autres institutions. Deuxième requête, celle de la CENI, qui demande un report des élections. La réponse de la Cour constitutionnelle, elle a également été positive et de manière sibylline, reconnaît. Mais prise alors que le quorum n'était pas atteint. Ça, c'est un autre débat. Oui, mais est-ce que ça n'invalide pas justement cette décision? Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaquables au terme de notre Constitution, et il n'y a aucune institution au-dessus de celle de la Cour constitutionnelle. Donc, elle a pris une décision. Je ne sais pas quel problème particulier ça pose, puisqu'ils ont justifié leur démarche. Moi, ce que je dis, c'est que cet arrêt est un arrêt qui est inattaquable, puisque c'est ainsi
que est libellée notre Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne font l'objet d'aucun recours et sont applicables tout de suite. Donc, mais vous le dites, Monsieur Kamega. Reconnu ensuite, voilà. Dans les faits, la mise en si vous voulez, l'opérationnalisation de cet arrêt a été reconnue dans les faits par la conclusion de l'accord politique qui consacre l'élection pour l'année 2018, mais reconnu également indirectement par nos amis de cette frange de l'opposition, puisque eux-mêmes, ils parlent d'une élection en 2017. Donc, partant de là, la problématique juridique ne se pose pas. Donc, il n'y a pas une autre voie en République démocratique du Congo. Vous expliquez avec beaucoup de talent, justement, ces arguments juridiques. Je veux dire, c'est vrai. Mais sortons du juridisme, parlons politique, puisqu'il s'agit, en fin de compte, de politique. Vous dites... Si nous parlons politique, oui, c'est encore plus facile pour moi. Non, mais justement, parlons politique. Quand cet accord, qui avait comme objectif non seulement la révision du fichier électoral, mettre en place un calendrier crédible, et puis surtout le faire pour respecter la résolution 2277 du Conseil de sécurité, le faire de façon inclusive. L'accord s'est fait à l'exclusion d'une grande partie de l'opposition. Pas à l'exclusion, l'inclusivité était dans l'ouverture. Faut-il le rappeler? La résolution... Dans le principe et pas dans l'effectivité des choses. Tout à fait. La résolution 2277, telle que interprétée par l'opinion publique congolaise, exigeait la convocation d'un dialogue par la communauté internationale. Lorsque le dialogue s'est ouvert, le 1er septembre, qui a convoqué ce dialogue? Qui l'a ouvert? N'est-ce pas la communauté internationale, puisque sur la table de direction, nous avions le facilitateur, Union africaine, communauté internationale, le représentant des Nations Unies, le représentant de l'Union européenne, le représentant de la SADC, le représentant de l'OIF, le panel d'accompagnement du facilitateur. Première exigence. Ensuite, il appartenait, en toute logique, à chacune des parties de considérer qu'il était temps et c'était le moment d'y aller. Certains ont considéré qu'il fallait faire de la surenchère politique et exiger, dans une logique de procrastination, d'autres périodes et d'autres exigences, départ du facilitateur et autres, ce qui aurait retardé la machine, alors que la situation ne s'y prêtait pas. Nous avons fait mieux. L'accord a été signé et une ouverture est donnée aux uns aux autres pour y adhérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon politique, tout ce qui devait être fait l'a été fait. Mais mieux encore, combien de missions d'intermédiation entre-temps n'ont pas été effectuées pour convaincre nos amis du rassemblement de rejoindre le bateau et que l'impartialité du processus était garantie par cette surveillance internationale qu'ils avaient revendiquée, alors qu'au départ... Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Kamega, la majorité présidentielle estime qu'elle a tout fait pour ouvrir la porte au rassemblement? C'est fini, maintenant vous avez fermé la porte? Elle n'estime pas simplement, les faits sont là. Mais ça veut dire quoi? Maintenant, on est parti au bout de ce processus? Pas du tout, pas du tout. Je vous ai dit que le président de la République est un obsédé du rassemblement. C'est la logique de sa gouvernance. Il vous reste 20 jours, vous êtes conscient de ça? Non, dans 20 jours, c'est le 19 décembre. Nous n'agissons pas par rapport au 19 décembre. Nous agissons par rapport à l'intérêt de la République. Le 19 décembre, pour nous, est une date comme une autre. Ce qui est important, c'est la respiration démocratique et une lisibilité quant à l'organisation du processus électoral. Aucune porte n'est fermée. La logique de gouvernance du président... Donc vous n'avez pas une pression du temps? Vous ne voulez pas un accord avec le rassemblement avant le 19 décembre? Il n'y a aucune pression du temps. La République est sereine. Nous avions un problème, je vous l'ai dit, qui s'opposait sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan opérationnel. Ce problème est résolu parce que nous avons la réponse juridique, nous avons la réponse politique avec l'accord et nous avons la réponse opérationnelle avec les dates des prochaines élections. Arrêtons-nous un moment sur la question de l'inclusivité, parce que c'est vraiment ce qui alimente la polémique en RDC. Vous l'avez dit, vous avez fait des missions d'intermédiation. Il y en a même encore une en cours. C'est-à-dire l'Église catholique est en train de faire une en cours, une fois encore. Je vous l'ai dit que le président de la République a une obsession permanente, et c'est sa logique de gouvernance, c'est le rassemblement. C'est un homme qui gouverne par le dialogue, par la tolérance, parce que c'est par là que transite la paix. Mais je ne vous entendais pas dire le contraire, monsieur le ministre. Vous êtes là justement mais les faits le prouvent. Pour défendre son point de vue. Les faits le prouvent. Mais la question que je pose... N'y a-t-il pas eu dialogue? La question que je N'y a-t-il pas eu dialogue? La question que je vous pose, monsieur le ministre. N'y a-t-il pas une navette de la Synco jusqu'aujourd'hui
vers nos amis. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'une plus large inclusivité. Mais ça ne veut pas dire que l'accord actuel, nous le reconnaissons comme minoritaire. C'est faux. Nous savons que de façon numérique, l'accord a été signé par la majorité, institutionnellement. Cet accord, c'est plus de 420 députés sur 500. Moi, je vais vous poser... Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça les institutions de la République. Cet accord, c'est plus de la moitié des partis politiques congolais enregistrés. Monsieur Kambenga, une question. Si vous avez vraiment la volonté d'ouvrir la porte et accueillir l'opposition, toute l'opposition, rassemblement compris, pourquoi les mesures de décrispation, elles n'avancent pas? D'ailleurs, c'est un des motifs pour lesquels ce qu'on appelle les Occidentaux... Quelle mesure? Libération des prisonniers politiques. On peut s'arrêter une minute sur cette question? Allez-y. Libération des prisonniers politiques. Des centaines de prisonniers ont été libérés. Mais il faut faire le distinguo, s'agissant de cette question. Il y a deux situations à distinguer. La situation de l'acteur politique qui, dans l'expression de son opinion divergente, perturbe l'ordre public ou atteint, par ses actions, après analyse, la sécurité nationale. C'est un problème entre cet individu et l'État. Dans ce cas, il est évident et très facile, puisque c'est l'État qui décide, à un moment donné, de s'assumer au nom de cette idée qu'il faut se rassembler, il faut décrisper. C'est ce qui a été fait, la libération d'un certain nombre d'activistes et autres. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème de droit commun opposant M. Eric Nindou et M. Germain Kambinga, et qu'on demande à l'État de libérer M. Germain Kambinga, parce que lui est un politicien et qu'Eric Nindou n'est pas un politicien, c'est un citoyen ordinaire, il y a un problème de morale et d'éthique et de justice. Partant de là, la solution qui est sur la table, elle est toute simple. Ce n'est pas d'arrêter la machine de la paix, c'est bien de trouver des mécanismes d'arbitrage, mais cela ne peut se faire que lorsque tout le monde est ensemble. L'idée, ce serait de mettre M. Nindou, M. Kambinga en face et de dire, M. Nindou, est-ce que au nom de la paix, vous pouvez accepter qu'une décision, ça arrive, on appelle ça de l'arbitrage. De l'arbitrage, oui, tout à fait. Ça arrive dans certaines... C'est la proposition que vous faites. Je veux dire, parlons des cas concrets. Hein, je veux dire, le cas de Moïse Katumbi, le cas de M. Mouyambo, le cas de M. Diomi. Je veux dire, il y en a plein des ténors politiques qui sont aujourd'hui soit menacés par la justice. Exactement, vous avez raison. Ce sont des questions délicates. Il y en a parmi ceux que vous venez de citer qui sont en prison pour des questions d'atteinte... si vous voulez, de viol sur mineurs et autres. Vous imaginez qu'une décision politique soit prise sans qu'il y ait une harmonisation entre les différentes parties, parce que une personne serait simplement un politicien. Ce serait, pour atteindre un but, détruire les fondements de notre justice. Et cela peut se retourner contre tout le monde. Donc, il n'y a aucune volonté d'obstruction. Parce que... de de Filimbi qui manifestent à Butembo, à Beni ou à Goma, je veux dire, c'est aussi un problème d'ordre public? Et, absolument, absolument. Vous savez, il est interdit de manifester au Congo actuellement? Laissez-moi vous expliquer. Vous avez certainement déjà fait un tour en République démocratique du Congo et suivi les médias. Chaque jour, et de manière tout à fait libre, les gens disent ce qu'ils veulent. Kabila dégage, Kabila c'est fini. Ils ne sont pas arrêtés. Il y a une différence entre l'expression, si vous voulez, de sa singularité et de son opinion, et la manière dont on l'exprime. En France, en Belgique où nous sommes, lorsque vous voulez manifester, comment est-ce qu'on procède? On demande une autorisation à la préfecture s'agissant de la France. Si la préfecture refuse de vous la donner, vous ne manifestez pas. Vous le faites, vous êtes sous le coup de la loi. Ce qui est vrai ici, il est aussi au Congo. Si vous n'avez pas d'existence légale comme structure, et qu'on vous demande d'acquérir d'abord cette existence légale, c'est d'abord une étape. Si on vous dit qu'à cette date-là, considérant un certain nombre de paramètres, on ne vous donne pas l'autorisation de manifester et que vous manifestez, vous êtes sur le coup de la loi. Mais en règle générale, lorsqu'il y a ce type d'arrestation,
Il y a également des libérations, parce que l'essentiel des personnes dont vous parlez sont libérées, et s'agissant de ces cas-là, il n'y a aucun problème. Donc il n'y a pas de problème de droits de l'homme en RDC? Non, nous sommes un pays post-conflit, avec des impératifs sécuritaires qui s'opposent à nous avec beaucoup de rigueur. Vous avez lu le dernier rapport de Human Rights Watch? Je suis tout à fait d'accord, j'ai lu ce rapport qui, à bien des égards, est surfait sur plein de paramètres. Mais ceci étant, nous ne disons pas qu'il n'y a aucun problème s'agissant de la question des droits de l'homme, ne serait-ce que parce qu'il y a de nombreux groupes armés qui opèrent dans notre pays. Ne serait-ce que pour cela, ne serait-ce que parce que la RDC est toujours dans une logique de guerre pour sa sécurité face à des groupes armés qui aujourd'hui sont des groupes terroristes. Ça veut dire qu'il peut y avoir des situations sur lesquelles des marges de progression sont encore possibles. C'est une évidence. Mais ce que nous disons, c'est que de nombreux efforts, et ces efforts ne sont pas suffisamment soulignés, ont été faits pour un retour à la normalité, s'agissant même de ces questions-là. Vous avez parlé du droit de manifester. Dans cette période précise, à la suite des événements du 19 et du 20 septembre, pour des raisons sécuritaires et des raisons d'enquête, puisqu'il y a eu, si vous voulez, mort d'hommes, il y a eu des manifestants qui ont de manière organisée attaqué les symboles de l'État, pillé des commissariats, des armes. Mais on a aussi attaqué des partis politiques, on a brûlé des partis politiques. D'abord de la majorité, oui, toute la journée. Donc ça veut dire qu'il y a eu une situation explosive qui engageait la responsabilité des Jusqu'à présent, on n'a arrêté que des leaders de l'opposition. Pas forcément. C'est vous qui le dites. Monsieur Bruno Tshibala, qui est libre d'ailleurs. Oui, il est libre. Mais exactement. Récemment, mais ce n'était pas le jour de cette manifestation. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Le procureur général a ouvert des enquêtes. Les services de sécurité travaillent pour démanteler tous les réseaux qui opèrent dans le sens de la déstabilisation de notre pays. Et durant cette période-là, pour préserver la vie des Congolais, pour assurer, si vous voulez, un lissage de l'action et des activités politiques pendant cette période, la décision a été prise que pour une durée déterminée, qu'il n'y ait plus de manifestations publiques. C'est un choix de responsabilité, mais qui ne restreint pas l'espace politique, parce que les partis politiques, plus de 500, fonctionnent, ils font leurs réunions, ils font leurs déclarations, ils marquent leurs différences en toute liberté. Vous êtes venu ici en Europe, comme je dis, pour une mission d'explication. Je vous ai parlé au début de cet entretien. Pour un échange, peut-être, mais je veux dire, vous êtes là pour expliquer, tant mieux. Il faut toujours expliquer, pour se faire comprendre quand il y a incompréhension. Je veux dire, mais l'Union européenne est en train d'étudier la mise en œuvre de sanctions contre des dirigeants congolais. Les États-Unis ont déjà pris des sanctions. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, c'est-à-dire mardi, au Congrès américain, à la Commission des affaires étrangères et des affaires africaines, ils en ont encore reparlé, ils ont encore remis sur la table l'idée d'accentuer d'autres sanctions à l'égard de certains ténors du régime congolais. Je veux dire, est-ce que vos explications sont entendues quand vous parlez à vos interlocuteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, je vais vous dire tout simplement les choses telles qu'elles se présentent. Notre pays, dans son indépendance, a trouvé une voie de sortie à sa crise, une voie pacifique. Cette voie, c'est le dialogue, c'est un accord politique qui permet un partage de pouvoir et qui offre une lisibilité quant à la respiration démocratique, ça veut dire l'organisation des élections. Oui, de l'autre côté, il y a quelques actions qui nous semblent un tout petit peu en déphasage avec cette volonté manifestée par les Congolais de vivre en paix et de garder leur pays stable, et ça interroge effectivement nos certitudes. À un moment donné, je crois que la responsabilité qui est la nôtre en tant que gouvernement sera également d'ouvrir et de requérir une enquête minutieuse internationale pour savoir quelle est l'influence des lobbies qui travaillent et qui influencent, parce que nous savons que s'agissant du Parlement européen, de nombreux lobbies privés travaillent et dirigent les débats, parfois suscitent des débats pour des intérêts particuliers, ce qui est vrai pour les lobbies qui soutiennent les agriculteurs, qui soutiennent... Je veux dire, voilà, c'est démocratique, c'est sur la place publique, ça. Je veux dire, Bruxelles est la 2e ville où il y a le plus de lobbies après Washington. Ça peut l'être aussi sur les questions politiques liées à l'avenir d'un pays tiers, qui est en l'occurrence la République démocratique du Congo. Nous allons, à un moment donné, si cela continue, être dans l'obligation de faire, nous aussi,
et de requérir des enquêtes au niveau international pour voir quels sont les fondements des démarches qui sont entreprises, alors que de l'autre côté, parce qu'il y a un risque d'implosion et il y a un risque de perte en vie humaine, des Congolais ont décidé souverainement de se mettre ensemble. Il faut bien qu'on se comprenne. C'est quand même l'opposition, la majorité, la société civile, ça veut dire des Congolais dans leur souveraineté qui disent « Ok, nous avons un problème, nous n'avons pas réussi à organiser ces élections, mais plutôt que de nous déchirer entre nous, nous mettons en avant notre sagesse, nous nous mettons ensemble et nous trouvons une solution commune. » Mais quand il y a ça sur la table, Eric Nidou, les sanctions, elles servent à quoi? C'est pour nous punir d'avoir réussi à nous entendre et de chercher une solution pacifique. On veut nous dire que non, vous n'avez pas le droit, vous en tant que Congolais, de trouver une solution authentiquement congolaise et de chercher une voie de sortie à votre crise. Parce que les sanctions, elles ne s'exercent pas contre le pays, elles s'exercent contre des responsables, des services de sécurité, de la police, de l'armée. Mais ce que je dis, Eric Nindou, c'est précisément cela. Le Congo a trouvé une solution à ses problèmes, ou à son problème. Cette solution, c'est la gestion consensuelle et commune de la République pour l'organisation prochaine d'un processus électoral transparent et crédible qui ouvrira la voie à un enracinement certain de sa démocratie. Voilà ce que nous mettons sur la table. Mais ce qu'on met de l'autre côté, il y a beaucoup d'incantations et beaucoup de procès d'intention. Et surtout, cette volonté qui peut paraître malicieuse de faire feu de tout bois. Non. Le Congo a besoin de paix, dernière question, M. Kambinga, a besoin de stabilité. Dans une interview, vous avez dit quelque chose qui m'a étonné, pour ne pas dire plus. Vous êtes un jeune politicien, comme je dis, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'avenir. Vous dites, faut-il dépenser 1,2 milliard de dollars tous les 5 ans pour organiser des élections? Vous n'êtes pas un démocrate, M. Kambinga? Mais absolument. Mais et quoi, les élections, ça vous dérange? Non, absolument pas. Comprenons-nous bien ce que je dis. Parce que aujourd'hui, nous avons un cycle électoral qui nous coûte 1,2 milliard de dollars pour un budget en ressources propres qui oscille dans une fourchette de 5 à 6 milliards. Nous avons expérimenté cela en 2006, en 2012, et nous nous sommes retrouvés coincés en 2016. La question... On fait quoi alors? On fait quoi? Exactement. Ouais. La question, et c'est notre responsabilité. Vous avez dit que je suis un jeune politicien. Ben oui, donc il faut avoir le courage de poser les questions des réformes. Ce n'est pas la remise en cause du système, du processus électif d'accession au pouvoir par les dirigeants. Peut-être, il faut... On fait quoi? On tire au sort? On choisit les dirigeants comment? Concrètement? Laissez-moi avancer, et peut-être qu'à un moment donné, lorsque nous serons dans des temps moins suspects, notre génération doit avoir le courage de poser le problème pour dire est-ce que c'est tenable à long terme? Si on le résout cette fois-ci, est-ce qu'en 2025, en 2022, on ne va pas se retrouver dans le même problème? Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que certaines élections pourraient se faire au suffrage indirect. Est-ce que nous sommes obligés, par exemple, d'élire les députés provinciaux au suffrage direct? Par exemple, ce serait déjà une économie de près de 300 à 400 millions de dollars. Donc ce sont des réflexions comme ça. Mais cette réflexion, est-ce qu'elle compterait pour les élections qui viennent? Non, absolument pas. Je vous ai parlé de temps non suspect. Parce que si vous entamez ce débat maintenant, c'est un débat sur la révision constitutionnelle. Mais la génération qui est la mienne devra, à un moment, prendre le courage de poser les problèmes de la viabilité de notre système politique, parce que nous ne pouvons pas perpétuer cette logique d'un pas en avant, un pas en arrière. À un moment, il faudra l'assumer. Un autre problème également, qui à un moment donné devra être posé, c'est la question de la double nationalité. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes par millions, nous Congolais à l'extérieur du pays, et là-dedans, il y a quelques millions de Congolais qui ont des nationalités d'autres pays, souvent parce que leurs parents ou eux-mêmes ont eu le courage pendant la Deuxième République, de faire de la politique contre le régime et se sont exilés. Ils doivent être punis pour cela. Parfois, c'est à cause du marasme économique que notre pays a connu dans les années 90. Est-ce qu'ils doivent être punis pour cela? Donc ce sont des réflexions. Justement, une question. À un moment donné, le courage politique, il doit être celui d'un jeune politicien, c'est de poser ses problèmes. Moi, je dis, on sort de ce cycle de suspicion. Dès que c'est terminé, il faudra que notre génération pose ces problèmes-là et assume une nouvelle structuration de notre constitution pour intégrer ces problématiques. Et question simple, réponse simple, s'il vous plaît. Vous parlez de double nationalité. Est-ce que le Premier ministre nommé, M. Sami Badibanga, est-il belge, congolais ou belgo-congolais?
Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il est député national et que pour être député national à la République démocratique du Congo, on dépose un dossier à la CENI où on vérifie votre nationalité. Ensuite, votre dossier passe à l'Assemblée nationale où vos pairs vérifient votre dossier. Après, vous êtes validé par la Cour suprême de justice qui fait office de cour constitutionnelle et ensuite il est validé. Il est président du groupe parlementaire UDPS. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une ambiguïté sur sa nationalité. Mais il y a eu un moratoire qui a été mis en place au Parlement où on pouvait tolérer que certaines personnes aient une autre nationalité. Est-ce qu'il fait partie de ce cas-là? Ce n'est pas tout à fait cela. Ce moratoire constate la renonciation de fait à partir du moment où vous avez choisi d'exercer des fonctions politiques en République démocratique du Congo. En réalité, ce qu'on sous-entend par ce moratoire, c'est de dire vous avez choisi de fait votre nationalité qui, elle, devient exclusive. C'est ce que dit. Il a été voté en 2007 et renouvelé en 2012, toujours par le même. Donc pour vous, c'est un faux procès? C'est un faux procès, ça c'est de la politique de caniveau. Dernière question. Voilà. Selon vous, est-ce que Sami Badibanga a les moyens de réussir? Il hérite du gouvernement Matata d'un bilan positif. Un cadre macroéconomique assaini, avec un niveau d'inflation en dessous de 5%, avec une croissance moyenne sur les 5 dernières années d'à peu près 6%, avec un niveau de, si vous voulez, de réserve en devises étrangères à plus de 600 millions de dollars, avec 0 arriéré de salaire des fonctionnaires, avec des infrastructures mises en place qui lui permettent d'éviter des investissements supplémentaires. Congo Airways est là, le transport urbain est là, la SNCC a ses locomotives, la SCPT a ses locomotives. Donc, des 700 nouvelles écoles construites, plus d'une centaine. Donc ça c'est la face, le côté face du bilan Matata. Prenons le côté pile. Je veux dire, un budget réduit pour 2016 de 7 milliards à 4 milliards. Des réserves de change qui fondent comme neige au soleil. L'inflation qui revient à la marge. Le taux de change c'est la réalité. Le taux de change. Si vous voulez faire la bonne analyse, oui, la bonne analyse économique s'agissant de ces questions-là n'est pas l'évolution sans la mise en perspective spatio-temporelle. Ce qui est important, c'est de savoir quels sont les fondamentaux qui font que, alors que d'autres pays autour de nous, dans la même situation, subissant le choc exogène, ont perdu 50 à 60% indiciels de leurs principaux agrégats, nous, par exemple, s'agissant de la croissance, nous ne sommes pas allés en récession, mais nous restons avec une croissance qui s'est réduite, mais qui reste une croissance. Ça veut dire qu'il y a eu un effort de diversification de l'économie avec le développement. Mais ça dépend d'où l'on vient. Prenons l'exemple de l'Angola. Oui. Budget de 40 milliards de dollars. Ils perdent parce que c'est un pays qui justement, dont l'économie est essentiellement basée sur le dollar. Ça diminue, ça tombe à 20-25 milliards. Ça reste un budget pour un pays qui est moins peuplé que le Congo. 50%. Le Congo, on vient de 7 milliards, on tombe à 4 milliards pour 80 millions d'habitants. En termes de mobilisation de ressources propres, nous étions à 6 milliards. Donc ça veut dire que l'Angola a perdu, comme vous le présentez, 50%. Et nous avons perdu 20 à 25%. Donc, en termes mathématiques et statistiques, nous avons mieux résisté. Oui, vous dites que c'est un pays moins peuplé, moins grand, mais qui a la chance d'avoir une ressource plus liquide qui est le pétrole, que nous n'avons pas, ou que nous n'avons pas encore commencé à exploiter au même rythme que l'Angola. Donc la situation, en termes de comparaison, n'est pas tout à fait plausible. Comparaison n'est pas raison. Voilà, donc comparaison n'est pas raison. Dernière question, qu'est-ce que vous ferez le 19 décembre au soir? Je serai, si l'avenir m'est favorable, dans mon bureau, en train de travailler. Ensuite, je rentre à la maison. Merci beaucoup, Germain Kambinga. On voit un ministre convaincu. Espérons que vous avez été aussi convaincant pour nos téléspectateurs. En tout cas, merci d'avoir dire la vérité. D'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. Au revoir.